Nicole Trist, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à vous. Merci. Alors je vais vous laisser à la fin de cette interview l'occasion d'exprimer aussi vos vœux à nos téléspectateurs. On va aussi parler de cette nouvelle année qui commence, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur 2020. Alors très clairement, c'était une année que personne ne s'attendait à vivre de cette manière-là. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors c'est vrai que 2020 était une année inédite. Pour moi, c'était, j'allais dire, les montagnes russes. Alors bien sûr, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette fameuse crise sanitaire qui nous est tombée brutalement sur le coin de la figure. C'est vrai qu'on a été lourdement impacté, que quand même, il s'agissait d'un virus qui a mis tout un pays à l'arrêt. C'est quelque chose d'inédit. Le monde entier, absolument. Et c'est vrai que ça nous a obligés à changer notre manière de vivre, notre manière d'être avec les uns avec les autres. Donc oui, cette crise sanitaire qui est toujours là et qui reste malgré tout problématique. Et puis, je pense à une date fatidique qui est celle du 3 juillet 2020, qui est la date d'annonce de Daimler qui souhaite se séparer du site de la Smart. Là aussi, c'était un coup de bambou. Voilà, ce sont vraiment les deux événements, je pense, les plus sombres pour ce qui nous concerne. Mais en même temps, il y a aussi eu de jolis moments. Il y a aussi eu des choses très positives dans cette année 2020 si on prend du recul. Par exemple, lors du premier confinement, j'ai vu émerger une solidarité, une spontanéité, une créativité, une bienveillance de la part des Françaises et des Français. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Je veux dire, face à l'adversité, on a remarqué un peu tout ce qui s'est fait. Il y a eu la réserve sanitaire, les renforts pour les soignants, que ce soit des médecins retraités, des étudiants en médecine, des élèves infirmiers et des aides-soignants, des renforts aussi au niveau des EHPAD, et puis une réserve civique sur les plateformes un peu partout sur Internet. On voyait des gens qui se proposaient pour aider. Il y a eu toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont fait les courses pour les personnes âgées, d'autres qui ont passé des coups de fil pour voir comment elles allaient. Ceux qui ont créé des masques en tissu, je pense qu'il faut vraiment le dire ça. Je veux dire, il y a cette résistance, cette résilience qui a été, qui s'est mise en place très spontanément, d'une jolie façon. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à toute la chaîne humaine qui nous a permis de vivre pendant ce confinement et pendant toutes ces semaines difficiles. On parlait des soignants, mais bien sûr, mais pas que. Il y a aussi eu les caissières, il y a eu les agriculteurs, les chauffeurs routiers, les enseignants qui se sont occupés des enfants de soignants. Il y a eu tout le monde, des garagistes, les forces de l'ordre. Bref, il y a eu toute une population, toute une partie de la population qui a continué à aller au travail tous les matins, malgré le contexte difficile, mais avec la peur au ventre, puisque ce virus étant inédit, on ne savait pas trop. Et je voudrais là encore leur rendre hommage. Donc ça, c'est une chose qui m'est apparue tout aussi importante que ce virus. Et deuxième chose, quand on parle de bataille qu'on gagne, quand on parle d'espoir, je pense aussi à la Smart, puisque autant je vous parlais avant de la date du 3 juillet. Alors, on va en reparler si vous voulez bien. Oui. Je voudrais qu'on parle d'abord plus de la situation sanitaire, parce que je me dis que ça ne doit pas être facile non plus d'être une députée de la majorité dans de telles circonstances, parce qu'il y a eu d'abord la pénurie de masques, l'absence de tests. Maintenant, il y a quand même un retard, un très lent démarrage au niveau de la vaccination. Alors l'État est souvent pointé du doigt. Indirectement, je suppose que vous aussi, vous avez dû être souvent prise à partie. Vous répondez quoi ? Je réponds qu'en fait, c'est une polémique qui est stérile. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les vaccins, tous les pays européens ont eu un contingent de vaccins. Nous avons 5 vaccins qui ont été préemptés, qui sont fléchés pour chacun des pays. Oui, mais en capacité à vacciner rapidement. On l'a vu tout à l'heure dans les reportages, l'Allemagne, ils ont organisé les choses déjà la mi-novembre. Nous, on commence aujourd'hui à installer un centre de vaccination. On vient de savoir hier qu'il allait être autorisé à Sarreguemines. C'est un peu bizarre. Nous, la méthodologie qui avait été décidée, choisie et expliquée et validée d'ailleurs par les instances scientifiques dès début décembre, par les directeurs d'établissement, également au niveau des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y a personne qui a dit quelque chose contre la méthodologie qui avait été choisie, à savoir, nous voulons vacciner prioritairement
majoritairement les résidents des EHPAD. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont fait le tiers des décès. Sur les plus de 60 000 décès que nous avons depuis le début de la pandémie, 9 personnes sur 10 ont plus de 70 ans et le tiers des décès enregistrés sont des décès de résidents. Et ce que nous souhaitions... On aurait pu aller plus vite parce que, par exemple, on n'avait pas besoin d'attendre que les vaccins soient physiquement, matériellement là pour faire, par exemple, la visite en amont et avoir leur accord, etc. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que ce qu'ils ont souhaité avoir, il fallait d'abord avoir l'autorisation de mise sur le marché du vaccin. À partir du moment où vous avez toute la liste avec les effets secondaires, les explications, etc. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'on souhaitait le consentement parce qu'une personne, même âgée et même diminuée dans une maison de retraite, elle a le droit de dire si oui ou non elle veut le vaccin. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'occupe pas de ce qu'elle souhaite ou de ce que sa famille souhaite si elle n'est plus apte à le dire. Deuxième point. Et troisième point, on a décidé, nous, d'aller dans les EHPAD et non de sortir les résidents des EHPAD pour aller dans des centres de vaccination, ce qui suppose un travail logistique beaucoup plus important. Donc il fallait effectivement qu'on sache comment faire pour partir des congélateurs à moins 80 degrés, pour avoir effectivement ces transports, pour pouvoir amener les doses aux différents EHPAD, sachant que en fait un vaccin, une dose correspondait à 5 injections. Donc il fallait effectivement faire le calcul de tous ceux qui avaient une acceptation pour pouvoir être au plus juste et avoir le moins de gâchis possible par rapport au temps imparti et par rapport aux doses qui avaient été achetées. Alors il nous reste très peu de temps, il y a plein de thèmes que je voudrais encore aborder. Alors je voudrais que vous me répondiez en un mot. L'Europe cette année 2020, il y a eu d'un côté la fermeture de la frontière du côté allemand, ça s'est terminé sur le Brexit. Et il y a eu d'un autre côté l'Europe qui s'unit et qui commande les vaccins ensemble. Vous, votre regard sur l'Europe aujourd'hui, vous la décririez comment en un mot? Je trouve que l'Europe, là, elle joue tout son rôle de bouclier sanitaire. Ce qui a été fait... Donc on va s'arrêter à bouclier sanitaire, parce que sinon on n'aura pas le temps d'aborder la suite. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de la situation sanitaire, mais il y a tout l'aspect économique. On a des pans entiers, des secteurs de l'économie qui sont très touchés, voire complètement à l'arrêt. Alors il y a plein de choses qui ont été mises en place, mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui s'insurgent parce que l'ampleur des formalités administratives, parce que les critères auxquels il faut répondre, les délais de versement des aides. Vous leur répondez quoi ? Je leur réponds qu'on a fait tout au long de l'année 2020 des mesures d'urgence qui se sont au fur et à mesure ajustées à ce qui allait pas ou à ce qui allait tout simplement. On a fait quand même, enfin moi je suis quand même très fière dans ce gouvernement d'avoir eu un gouvernement qui a arrêté toutes les réformes qui étaient en cours pour passer à des mesures d'urgence et d'accompagnement pour éviter les faillites et les licenciements. Et au fur et à mesure des semaines, nous avons étoffé ces aides, nous avons simplifié les démarches. Donc, je crois que vraiment, cette année 2020 nous a donné une sacrée leçon d'humilité. On était face à quelque chose d'inédit à tout point de vue. Ce qu'a fait le gouvernement avec les mesures d'urgence et ce qu'on a essayé de faire nous en tant que parlementaires et moi en tant que députée, c'est effectivement de repérer tous les dysfonctionnements, toutes les personnes qui auraient pu être mises de côté à cause de cette crise sanitaire qui est devenue très vite une crise économique et une crise sociale, de remonter effectivement ces dysfonctionnements pour pouvoir aider à trouver des mesures qui soient plus adéquates pour toujours garder la tête hors de l'eau. Et je trouve que c'est important. Pardon, je vous coupe parce que vraiment le temps file. 2021, ça se profile comment? Est-ce que vous allez continuer par exemple sur le dossier INEOS? Quels sont vos gros dossiers pour 2021? Alors, de toute façon, le dossier INEOS, on ne va pas le lâcher. On est déjà très content de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, partant d'une catastrophe annoncée le 3 juillet, 3-4 mois plus tard, vous aviez une promesse d'avenir qui est quand même pérenne et je trouve que c'est important. C'est un dossier sur lequel je me suis beaucoup engagée. J'ai personnellement travaillé là-dessus avec les représentants syndicaux et avec Bercy. Et je pense que c'est une bataille collective qui a été gagnée et qui permet d'avoir un bassin d'emploi et un bassin de vie qui est désormais serein pour l'avenir. Ça, c'est une première chose. Ce que je ferai en 2021, je sais, vous avez vraiment très peu de temps. Il vous reste 40 secondes pour parler de 2021 et présenter vos vœux. Je continuerai à écouter le terrain, à
je continuerai à accompagner le territoire pour les mesures d'urgence tant qu'il le faudra et je compte bien m'engager aussi avec le plan de relance envers les entreprises, pouvoir aider les entreprises pour pouvoir redémarrer tout simplement. Et à côté de ça, j'aimerais également continuer mon travail sur la maladie de Lyme puisque vous savez que je préside un groupe de travail depuis 3 ans et nous espérons pouvoir ouvrir une mission d'information à ce propos-là qui se concrétiserait par un rapport.